Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Vous êtes sur El Maralebia. Merci pour votre fidélité. Et je rappelle, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et revivre vos programmes, notamment sur la page YouTube de la chaîne. Au programme ce soir, en ce samedi 19 août, la rétro-info de la semaine. On reviendra bien évidemment, on se posera cette question sur la politique du tout sécuritaire. On reviendra notamment sur l'actualité dominée par ces intimidations, ces violences que subissent, ces harcèlements que subissent notamment ces militants qui vivent à l'étranger et qui ont leur famille au pays, en Algérie, et des familles qui subissent des moments très compliqués, des moments très très douloureux. On est revenu bien évidemment mardi dernier sur la situation du journaliste directeur d'Algérie Part Abdou Sommar, qui a été victime d'une tentative d'homicide en banlieue parisienne. Un individu armé, il a dû faire face donc à cet individu armé d'un pistolet, et il dit clairement qu'il m'a agressé violemment. Anouar Malek, un militant exilé en France, ancien officier, dans la nuit du 12 au 13 août, ce sont des éléments de la gendarmerie nationale qui se sont donc aux alentours de 4h, 5h du matin, heure d'Algérie, qui se sont donc rendus au domicile de son père, 90 ans. Voilà, donc l'arrestation des deux frères au domicile des parents, et un troisième frère donc a été aussi arrêté à son domicile. Il y a aussi Mira Moknache, la militante, qui notamment s'est révoltée dans les réseaux sociaux, qui avait donc dénoncé l'inaction, l'absence totale du pouvoir algérien quant aux solutions, à l'anticipation pour la gestion des incendies maintenant depuis le drame de 2021, 2022 et 2023. En tout cas, on espère que tout ça s'est terminé, même s'il fait encore très très chaud. Mira Moknache qui a été donc aussi arrêté manu militari en train de faire ses courses du côté de Béjaïa. Amir DZ, youtubeur, journaliste d'investigation, lui aussi, donc sa famille a subi des moments difficiles de violence, des intimidations. Il était avec nous cette semaine pour en parler. Et puis, entre autres, il y a notamment Oulahloul, l'artiste, qui, on le rappelle déjà, dans les années 2000, avait cartonné avec ce titre, Pouvoir assassin. Eh bien, 23 ans après, 25 ans après, il subit aujourd'hui une interdiction de sortie de territoire national. Donc, on reviendra sur cette première partie, notamment sur cette politique de répression. Est-ce que l'Algérie vit la période la plus noire de sa période depuis notamment cette indépendance? En quoi les militants de l'étranger donc font peur aussi au pouvoir? On se posera cette question du tout sécurité. On rendra hommage aussi à ces symboles de liberté. D'abord Faisal Drid, paix à son âme, l'infatigable militant pour la libération de l'Algérie. Il a participé longtemps, il n'a rien lâché coûte que coûte auprès du Hirak pour notamment faire passer ses revendications. Il a aussi souffert de la répression et du harcèlement, comme vous êtes de très nombreux observateurs et analystes à le dire. Faut rappeler qu'il est ancien officier de la NP. Il a toujours été intègre. On l'a pu lire énormément sur les réseaux sociaux en France, mais aussi à l'international. Il est resté aux côtés de son peuple, et on rendra hommage à celui qui est décédé le 17 août 1977. On l'appelait le poète de la révolution algérienne. Il est l'auteur de Qassaman, l'hymne national algérien composé en 1955. Il est décédé le 17 août 1977. Lui aussi a dû s'exiler à Tunis. On reviendra notamment sur le chef d'état-major en pleine crise au Niger, qui a participé en visioconférence au 11e donc rendez-vous à Moscou sur la sécurité internationale. Et autour de la paix, on reviendra comment le chef d'état-major peut se permettre de transmettre un message de paix, et puis de prononcer aussi les mots du président, en expliquant que l'Algérie a toutes les capacités pour la gestion des conflits donc internationaux, un pays qui se dit non aligné, un rapprochement de plus en plus clair avec la Russie. On sait combien la Russie, notamment, fait polémique aujourd'hui, notamment dans les conflits. Voilà ce qu'a dit le chef d'état-major: dégager des propositions et des visions en faveur du renforcement de la paix et de la sécurité. Donc on essaiera de se poser toutes ces questions. Et puis on terminera par Nicolas Sarkozy, le 22 août prochain, donc qui sortira un livre, Le temps des combats, aux éditions Fayard. Entretien réalisé ce mercredi 16 août chez nos confrères du Figaro. Voilà ce que dit l'ancien président français: n'essayons pas de bâtir une amitié artificielle avec des dirigeants algériens qui utilisent systématiquement la France comme bouc émissaire
pour masquer leur propre défaillance et leur déficit de légitimité. La légitimité, donc, on connaît le degré d'illégitimité, en tout cas, c'est ce que vous exprimez. Et il dit clairement que l'Algérie, quoi qu'il en coûte, refusera toujours cette amitié. Ils ont trop besoin de détourner l'attention de l'échec dans lequel ils ont plongé leur pays, accusant régulièrement la France de tous les mots MAUX. Avant de présenter nos invités, on va écouter ici quelques mots, notamment de Faisal Drid et Mufti Zakaria, et on se retrouve tout de suite. وكل هذه الصرخات من شعب يطلب لقمة العيش، والحمد لله أن الأحرار الشرفاء منذ 22 فبراير لم يكن لهم مطلب واحد مادي أو نفعي. مطلب الأحرار هو رحيل العصابة وإعطاء الشرعية للشعب، وأن هذا الشعب يختار رئيسه وحكومته وبرلمانه بكل حرية وشفافية. أظن أن هذه المطالب ليست تعجيزية ولا تحتاج إلى عصا موسى. فالمطلوب منكم الاستماع إلى مطالب الشعب وأنتم تعلمون بها. أولا، إطلاق سراح كل المعتقلين الحراك دون استثناء. ثانيا، التوقف عن الاعتقالات البوليسية السوفيتية التي لم يبقى لها أثر إلا في الجزائر وفي كوريا الشمالية. ثالثا، إلغاء كل المتابعات القضائية ضد الأحرار والحرائر جميعا ودون شروط. رابعا، عزل تبون المزور وإبعاد الجنرالات على الساحة أو عن الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعودتهم إلى الثكنات لحماية الوطن وتراب الوطن، وهذه هي مهمتهم الدستورية. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة، تسابيحه من حنايا الجزائر. جزائر يا مطلع المعجزات، ويا حجة الله في الكائنات، ويا بسمة الرب في أرضه، ويا وجهه الضاحك القسمات، ويا لوحة في سجل الخلود تموج بها الصور الحالمات، ويا قصة بث فيها الوجود معاني السمو بروع الحياة، ويا صفحة خط فيها البقاء بنار ونور جهاد الأبات، ويا للبطولات تغزو. Voilà, on rend hommage ce soir à ces deux personnalités, aux militants bien évidemment, puisqu'ils certainement ils ont transmis leur héritage. Allez, sans plus tarder, les 19h15 au pays, 20h15 à Paris. Avec nous, Samir Belatesh. Bonsoir, cher Samir, militant politique. Merci d'être avec nous. Salam alaikum, bonsoir à vous dans les studios d'Al Magharibia et bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent, surtout ceux qui sont au bled, mais sinon aux téléspectateurs où qu'ils soient. Merci infiniment. Avec nous, militant politique, enseignant universitaire et hirakiste de longue date. Abderrahim Moussawar, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir Samir, bonsoir à l'équipe technique de Magharibia et à tous les téléspectateurs, qu'ils soient en Algérie ou ailleurs. Merci pour l'invitation, Chaban.
Merci infiniment à tous les deux. Avant de revenir sur le chef d'état-major qui tente de donner des leçons, des perspectives de paix, on va d'abord, je vais commencer avec vous, Samir Bellateche. On va revenir notamment sur ces militants. Ils sont plusieurs. J'en ai cité quelques-uns. L'artiste Oulehlou. Il y a eu cette semaine effectivement quand même une recrudescence importante. Abdou Sommar, Noir Malek, Amir Dezed. Ils sont exilés. Enfin, oui, pour certains, ils sont exilés. Ils ne peuvent pas retourner au pays aujourd'hui. Et puis d'autres, aujourd'hui, ils subissent des violences, notamment leur famille. Aujourd'hui, coûte que coûte, comment vous analysez ça? C'est que le pouvoir algérien, d'abord, a une véritable peur de ces, entre guillemets, ces simples militants qui font leur travail, mais en quoi ils font peur au pouvoir? Et puis, est-ce que vraiment le pouvoir est entré dans une autre méthode? Je crois que ça n'a jamais existé, ça, d'aller faire appel à une certaine répression auprès des familles, notamment des papas de 90 ans et des mamans qui ont passé les 80-85 ans. Personnellement, j'appelle ça de vraies dérives, en fait. C'est des dérives graves, condamnables, et qu'il faut surveiller de près, à mon avis, parce que nous avons affaire à un régime qui a déjà montré de quoi il est capable, du moins des gens dans le régime algérien ont déjà montré des choses, ils ont déjà fait, ils ont déjà organisé, ils sont, comme on dit même, présumés innocents, mais beaucoup d'organisations, beaucoup d'observateurs les accusent, preuve à l'appui, avec des dossiers très chargés de crimes et j'en passe. Donc, il faut surveiller ça de près, à mon avis. Pour ce qui arrive à nos compatriotes à l'étranger, j'ai vu les cas que vous avez cités là, et qui, à mon avis, j'espère que les autorités, pour parler de la France, les autorités françaises ne laisseront pas faire ce genre de choses sur son territoire. Ce sont des pratiques, comme je l'ai dit sur ma page Facebook, des pratiques d'un autre âge, d'une autre période qui ne doit plus exister. Et j'espère que les autorités françaises sécuritaires et tout, elles ont ça à l'œil et qu'elles ne laisseraient pas faire ce genre de choses. C'est ce que j'espère. Vous parlez de méthodes d'une autre époque, d'un autre âge, mais pour certains, même sous l'ère de l'ancien chef d'État, Abdelaziz Bouteflika, c'est jamais arrivé. Abdelrahim Moussawar va nous donner aussi son point de vue. Est-ce qu'aujourd'hui le pouvoir algérien n'est pas entré dans une autre phase, peut-être de faire taire toutes les plumes et toutes les, j'ai envie de vous dire, tous les avis discordants? Comment vous voyez aujourd'hui? Est-ce que vraiment ça a évolué? Est-ce que c'est de plus en plus compliqué, complexe? Ce sont vraiment des nouvelles méthodes ou c'est des choses qui ont toujours existé? Toujours pour moi, Chaban? Oui, absolument. Franchement, je pense qu'il faut rappeler le contexte. Nous sommes dans un contexte où le régime algérien, il fait dans le tout sécuritaire, comme ça a été dit dans l'édito. Il fait dans le tout sécuritaire depuis que le Hirak a débuté. Il a laissé faire plus ou moins les manifestations, etc., dans les rues, contraints d'abord par le caractère massif des manifestations. Aussi, probablement, l'histoire nous le dira dans plus de détails et tout, probablement aussi dans le cadre d'un jeu entre clans à l'intérieur du régime. Ils ont joué un petit peu à l'intérieur du régime. Pour eux, le Hirak, c'était l'occasion de faire des coups d'État entre eux, de régler leurs comptes et de se protéger contre un tel, etc. Mais depuis le début du Hirak, ils ont fait dans le tout sécuritaire. Nous savons, c'est dans ce contexte que ces choses arrivent. C'est dans l'ordre des choses, j'allais dire. C'est dans l'ordre des choses, spécialement avec ce régime qui est déjà coupable de beaucoup de choses qui sont très méchantes. Donc, il y a beaucoup d'arrestations, beaucoup de terreur sur la population. On voit au niveau de leur télé, de leur propagande, comment tout est militarisé, tout est c'est la sécurité, etc. Donc, on fait peur au peuple algérien et c'est dans ce contexte que ces choses
sont en train de se produire. Merci Samir Bellatia, je reviens à vous dans un instant. Abderrahim Moussaouel, on vient d'entendre notre invité s'exprimer. On a tout de même depuis le début de ce Hirak qui est arrivé au 12-12-2019, au moment de l'investiture du nouveau chef d'État Abdelmadjid Tebboune, mais qui quelque part entre le balai des limousines au palais, entre les voyages pour tenter peut-être de se redorer le blason et retrouver l'Algérie sur la scène internationale, et puis à cette nouvelle Algérie, cette unité nationale, ce front interne aujourd'hui qui est transmis du chef d'état-major des armées jusqu'au Premier ministre et au président actuel. Comment vous comparez ces deux paradoxes des militants dont les familles sont touchées en Algérie, des militants aussi au pays qui prennent quand même des sentences assez particulières, Brahim Alami 8 ans par exemple, et puis d'un côté voilà ce pouvoir qui appelle ça une nouvelle Algérie, l'Algérie d'ouverture et de l'unité. Dans un premier temps, si tu me permets, Chaban, comme on est le 19 août, la veille d'une date historique qui a marqué l'esprit des Algériennes et des Algériens à travers l'histoire, le 20 août 1955, les attaques du nord du Constantinois, et le 20 août 1956 où il y a eu la tenue du congrès de la Soumam, cette étape cruciale durant la guerre de libération en Algérie, et à travers cela je rends hommage à tous les martyrs de la guerre de libération. On a vu des images tout à l'heure de Moufdi Zakaria Rabbi Rahmou, qui a parlé à travers sa fameuse l'Iliade de l'Algérie, là où il disait nous avons marqué les esprits et la scène de l'histoire à travers une poésie qui est faite telle une prière, et l'âme de cette prière c'est l'âme de l'Algérie. Donc je pense que même Faisal Drid qui parlait de l'Ayahmou dans cette vidéo, j'ai retenu un mot très important. Il parlait des méthodes soviétiques utilisées à l'époque soviétique jusqu'à aujourd'hui dans ces pays où il y a le totalitarisme qui sévit. Je pense que cela ne répond qu'à une logique. C'est la logique des systèmes totalitaires, et principalement quand je parle d'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest, je parle des systèmes néocoloniaux qui sont aujourd'hui face à des éveils, je dirais pas l'éveil populaire, mais des éveils un peu partout, où les peuples de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest veulent se libérer, veulent mener une vie décente, une vie libre, démocratique, etc. Les actes ou les agissements du système en Algérie aujourd'hui ne répondent qu'à une seule logique, celle de faire taire définitivement le peuple. À chaque fois que le peuple algérien s'est prononcé pour sa libération, à un certain moment, il a retrouvé en face de lui la puissance coloniale qui était la France coloniale à l'époque. Et à partir de 62, le lendemain de l'indépendance, à chaque fois que ce même peuple, les descendants des martyrs, ils s'étaient, à chaque fois qu'ils se sont prononcés pour la libération, pour la démocratie, pour l'égalité, pour le respect de la personne et de la dignité humaine, il retrouve en face de lui un système totalitaire, un régime qui ne fait qu'emprisonner, qu'assassiner, apeurer la société, provoquer des situations de paupérisation sur le plan économique. Donc c'est une façon d'achever ce peuple définitivement pour qu'il ne relève plus la tête. Et si je reviens à ce qui se passe ces derniers temps, d'abord mon soutien et ma solidarité envers tous les militants, qu'ils soient en Algérie ou à l'étranger, qu'ils soient en prison ou à l'extérieur des prisons, ces militants qui se font harceler quotidiennement, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans la vie quotidienne, que ce soit dans leur vie professionnelle. Je pense que cela montre une chose, c'est l'acharnement du pouvoir militaro-policier en Algérie, qui a toujours été dérangé par l'unité,
par l'organisation, par l'automobilisation. Et on a vu récemment cette automobilisation des plus pacifiques qui soient dans le monde, à savoir le Hirak depuis 2019. Il y a eu, c'est vrai, il y a eu des étapes. Je dirais pas qu'elles avaient profité à ce système en place, mais c'est des étapes. Il y a eu des incendies, il y a eu coronavirus, la pandémie, c'est-à-dire durant lesquelles le régime inhumain en Algérie n'a pas cessé d'emprisonner, n'a pas cessé d'arrêter, alors que le peuple n'a demandé qu'une seule chose, c'est la considération d'un peuple en tant que tel. C'est le respect de sa liberté, le respect de sa personnalité. Je pense que le système en Algérie aujourd'hui, il continue dans sa politique répressive. Alors, en parlant de cette politique, comme vous le dites souvent, répressive, et puis c'est vrai que vous êtes nombreux là ces derniers temps à revenir un peu sur voilà une analyse assez claire que le fonctionnement du pouvoir algérien aujourd'hui fait penser quelque part aux méthodes soviétiques de l'époque. On a cette semaine deux symboles de liberté, un qui nous a quittés en 77, deux paix à son âme qui vient de nous quitter, Faisal Drid, qui lui aussi, d'ailleurs comme vous quelque part, parce que vous êtes aussi militant, vous ne lâchez rien, etc. Une question là-dessus, puis ça va être lié aussi au chef d'état-major, qui vient vraiment de passer des messages au monde entier, à la Russie, en disant oui, l'Algérie est médiatrice, oui, l'Algérie peut jouer un rôle dans le règlement des conflits internationaux, alors qu'à l'intérieur du pays, il y a ce manque, il y a ce degré d'illégitimité. D'abord, un mot sur ces deux personnalités qui nous ont quittés. Est-ce que quelque part, quand vous avez vu tous les hommages qui ont été prononcés en la mémoire de Faisal Drid, est-ce que quelque part, ça veut dire que tout ce rassemblement, cette unité qu'il y a derrière ces combats, ça veut dire que c'est peut-être un espoir supplémentaire, une satisfaction, c'est que cette révolution, elle continue aujourd'hui. Samir Beratesh. Exactement, en fait. C'était mon commentaire. Allah yarhamou mskin Faisal Drid, toufa crise cardiaque. Est-ce que c'est pas suite aux pressions qu'il a subies ou le qahr li aashou ou li hass bih, la pression qu'il subissait, qu'il ressentait au quotidien? Est-ce que c'est pas ça qui a aussi contribué à ce qu'il fasse une crise cardiaque? Allah yarhamou. Exactement, mon commentaire c'était ça. Quand j'ai vu les tonnes d'hommages et de commentaires et de partages, etc., sur les réseaux sociaux aussi largement, quand on fait attention, on voit bien que le Hirak est encore là. En fait, c'est un des signes que le Hirak est encore là. Moi, personnellement, j'en vois tous les jours grâce aux réseaux sociaux que le Hirak est encore là, qu'il est fort, que ses revendications sont encore valables et je veux dire, les Algériens y tiennent encore. Donc, je pense que Mskin Faisal Drid, c'est la preuve que le Hirak n'est pas mort, en fait. Et on l'a vu dans les hommages, dans les rappels. C'était aussi un vrai personnage, il faut le dire. Il avait cette façon de dire, moi, je reste avec le Hirak, en fait, parce à mon avis, je ne le connais pas personnellement, mais il subissait des pressions et il le répétait dans ses interventions enregistrées que moi, je reste avec vous, je resterai toujours avec vous. On voit bien que derrière, on lui fait des pressions pour lui dire laisse tomber ce peuple, chose qu'il n'a jamais fait. Au contraire, il l'a toujours affirmé dans ses vidéos, il donnait des conseils, des recommandations. Et on les a revus en masse, ces recommandations, depuis sa mort, Meskin. On a revu en masse ces recommandations et tout le monde se reconnaissait dans ça, parce que c'est ça le Hirak. Et le Hirak est encore là, malgré, comme le disait à juste titre, je pense, Abdelrahman, le Hirak qui passe par beaucoup de phases. Il y a des choses qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire l'analyse, elle est complexe, elle n'est pas simple. Mais le Hirak est encore là.
Merci pour ces quelques mots, notamment la mémoire de ces deux personnes. Vous venez de l'évoquer, Abderrahim Moussaouane, vous avez évoqué aussi Mufti Zakaria, on le rappelle aux téléspectateurs, qui en 1965 est l'auteur de l'hymne national algérien qui a dû s'exiler et est décédé en Tunis le 17 août 1977. On va passer à la thématique suivante en même temps, puisque c'est lié, on a ces deux symboles qui revendiquent cette liberté de vivre dignement. On parle aussi de ces haragas qui meurent en mer, par exemple, et ils sont nombreux comme vous. Faisal Drid, comme d'ailleurs il a été clairement dit sur les réseaux sociaux, représentant tous les officiers intègres de l'ANP, une ANP qui est aux côtés de son peuple et qui refuse de rester otage de la junte. Vous avez été nombreux à définir notamment son rôle au sein de l'armée. Vous pouvez dire deux mots bien sûr sur ces personnages. Et puis à l'inverse, on passe aussi au chef d'état-major, Saïd Chengreha, qui visioconférence en Zoom, alors, a priori ça devait être le président de s'y rendre, qui dit clairement au monde entier, l'Algérie aujourd'hui peut être médiatrice, l'Algérie aujourd'hui peut jouer un rôle dans le règlement des conflits internationaux. Quand vous écoutez le chef d'état-major et le président d'ailleurs qui parle d'ordre constitutionnel, parce qu'on peut le rappeler, ou de dénoncer des coups d'État en Niger, et on connaît, mais vous allez en parler beaucoup mieux que moi, malheureusement l'histoire des coups d'État qu'a subi le peuple algérien. À écouter... Je préfère faire un petit retour sur Mufti Zakaria et sur Faisal Drid rapidement, avant d'aller à l'opposé dans tout cela. Mufti Zakaria qui parlait à une certaine époque Jazair Yamatla al-Mu'jizat, c'est-à-dire Algérie, terre des miracles. C'était à une époque où le peuple algérien a pris les armes contre l'une des plus grandes puissances coloniales de l'époque. Il était dans une réalité militaire, réalité politique, réalité sociale d'un peuple qui a pris les choses en main et qui a décidé de lui-même de se libérer. Et aujourd'hui, il y a quelques jours de cela, je dis bien quelques jours, lorsqu'on voit les propos, les publications qui ont été faites par notre frère l'Erhamou Faisal Drid, qui parle justement, il me semble que c'est quelqu'un qui subissait une pression, je peux pas dire laquelle, d'où ça vient. Énormément, il a été condamné. Mais à travers ses propos, quand il parle et qu'il affirme son soutien et son attachement à Hirak, on comprend dans les éléments du langage qu'il utilise que c'est une façon de réagir à ceux qui veulent lui dire clairement il faut arrêter, etc. Et c'est quelqu'un qui est décédé, qui est mort sans avoir trahi sa parole. Ça me fait penser, mon frère Chaban, à Ben Yetto, ce jeune qui est décédé pendant le Hirak, Ben Khadda, Hakim Debazi, Kemal Din Fkhar et tant d'autres. Mohamed Tamalt, ils sont très nombreux. Mohamed Tamalt en 2016, le lendemain de l'indépendance, des hommes et des femmes qui ont servi la guerre de libération en Algérie, qui se sont retrouvés assassinés, exilés, Karim Belkacem, Khaybar, Yavé, Ali Msili dans les années 80. Donc quelque part, c'est l'histoire qui se répète. D'un côté, un peuple avec ses poètes, avec ses ingénieurs, avec ses militants engagés, qui luttent continuellement, même après l'indépendance de l'Algérie en 1962, qui luttent pour l'édification d'un état de droit. Et de l'autre côté, vous avez un régime avec des institutions qui ont toujours été confisquées par ce système, à travers des personnages comme Chengreha, qui parlent de la légitimité, qui parlent de la capacité du régime algérien. Je parle bien du régime algérien, parce que lui, quand il parle de l'Algérie, ceux qui nous gouvernent, quand il parle de l'Algérie, il faut savoir qu'il utilise ce pays comme c'était leur propre propriété personnelle. Il parle de l'Algérie comme quoi notre pays est capable de régler des problèmes, est capable de faire la médiation, etc. Oui, je le rejoins tout à fait dans ce qu'il dit, à condition qu'il y ait un régime
qui émane du peuple, une démocratie, la souveraineté populaire. Aujourd'hui, un chef d'état-major qui parle de la capacité de l'Algérie à faire la médiation, alors que si on jette un coup d'œil sur ce qu'il se passe en Algérie, on trouve des militants, des syndicalistes, des acteurs associatifs, des militants sans étiquette politique bien précise, qui sont emprisonnés, qui sont interdits de s'exprimer, des partis politiques qui ont été dissous, des associations, des syndicats. Moi, je me demande comment peut-on construire cette cohérence. Alors, une minute là-dessus, avant de faire réagir Samir Belatache sur justement le chef d'état-major, et je voudrais ensuite qu'on passe vraiment, qu'on essaye de comprendre un peu comment le pouvoir d'abord algérien aujourd'hui n'a pas encore réagi aux mots de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'ils sont dans le déni? Mais comment vous expliquez qu'un chef d'état-major parle justement de cette paix? Est-ce que c'est vraiment, encore une fois, se redorer le blason, c'est tâter un peu ces présidentielles qui arrivent? Parce que la question qu'on a posée cette semaine énormément dans nos programmes, c'est est-ce qu'aujourd'hui le pays à l'intérieur est en état de paix? Et malheureusement, on comprend, vu les analyses et les observateurs et les militants, que c'est pas le cas. Le chef d'état-major qui tente de donner des leçons, des directives aux autres États, comment vous l'analysez? Psychologiquement, là où on part dans le monde, quand on voit un militaire prendre la parole, un militaire s'exprimer sur des questions qui concernent le pays, ça veut dire soit on est dans un état de guerre, soit on est tout le temps dans la peur, soit on est dans le déni de tout ce qui est populaire. Aujourd'hui, ça donne clairement, je l'ai dit, je le dis, je le dirai toujours, que les prestations, les sorties de ce chef d'état-major nous renseignent sur la vraie nature du système en Algérie. Maintenant, cette nature, justement, lorsqu'on parle de la diplomatie, il me semble que dans un pays qui se respecte, un État qui se respecte, il y a des diplomates qui peuvent s'exprimer là-dessus, le ministère des Affaires étrangères, etc. Dans un État qui se respecte, l'exécutif, ce n'est pas un militaire qui peut parler au nom de l'exécutif, qui va parler de la séparation de l'armée et du pouvoir politique. Donc là, aujourd'hui, ce que fait Chenguereha, quelque part, ce n'est pas nouveau, parce que ça renseigne sur la nature du régime algérien depuis l'indépendance du pays, le coup d'État de Boumediene, les janvieristes dans les années 90. Il ne faut pas oublier de parler de ça, dans le sens où tous les coups d'État qui ont été perpétrés en Algérie jusqu'à aujourd'hui, c'est le commandement militaire qui est derrière. Donc ça renseigne tout simplement sur une situation où le régime en place utilise le mensonge d'État pour essayer, parce qu'aujourd'hui il n'arrive plus à s'acheter une légitimité internationale, il essaie seulement d'avoir une visibilité internationale devant une réalité qui s'appelle le Hirak qui a émerveillé le monde entier de par ses symboles, de par son pacifisme, de par son engagement, de par le nombre de millions d'Algériens qui sortent dans les rues et qui ne revendiquent que l'édification d'un État de droit où chaque institution de l'État est respectée. On en parle, on continue à en parler. L'intro sur l'ancien chef d'État français, Nicolas Sarkozy. Samir Belatache, on va évoquer les mots et les annonces, ce qu'a prononcé l'ancien chef d'État, qui d'ailleurs sont liés quelque part ce qu'annonçait dernièrement, lundi dernier, le chef d'État-major. Est-ce qu'on parle de déni? On est dans un pays, effectivement, on a aujourd'hui tout un pouvoir qui fait tout pour sa diplomatie, mais on se rend compte à l'intérieur de pays, il y a ce problème d'illégitimité, il y a ces anciennes élections où il y a eu un boycott total, que ce soit le référendum de la Constitution le 12-12-19 ou dernièrement les législatives le 27 novembre 2021. Et là, on a un chef d'État, voilà, on le redit vraiment aux téléspectateurs, après Xavier Driancourt, ancien ambassadeur, après Emmanuel Macron qui a quand même qualifié
retrouver. Peut-être après ce petit souci technique, j'espère que vous êtes, voilà, on se retrouve. Voilà ce qu'a dit, je dis, après Emmanuel Macron, avec le système politico-militaire, avec Xavier Driancourt dernièrement. Voilà ce que dit Nicolas Sarkozy. Après, je vous laisse réagir. N'essayons pas de bâtir une amitié artificielle des dirigeants algériens. Jusque-là encore, ça peut aller. Et ensuite, qui utilise systématiquement la France comme bouc émissaire pour masquer leurs propres défaillances et leur déficit de légitimité. C'est ce que dénonce le Hirak. Ils la refuseront toujours, en parlant bien évidemment des dirigeants algériens. Il est clair, hein, c'est les dirigeants, ils ne parlent pas de l'Algérie. Ils ont trop besoin de détourner l'attention de l'échec, alors l'attention certainement du peuple, vous allez nous répondre, dans lequel ils ont plongé leur pays en accusant régulièrement la France de tous les maux MAUX. Samir Bellateche, après les leçons de paix du chef d'état-major, on a encore, alors on n'aime pas Sarkozy, le but vraiment c'est d'essayer encore de se dire pourquoi le pouvoir algérien est dans le déni quelque part. Il n'a pas envie d'accepter cette réalité. Moi perso, j'aime pas Sarkozy, clairement. J'ai tellement manifesté contre lui ici en France par rapport à tout ce qu'il fait à l'immigration, etc. Puis c'est la droite, etc. Mais à mon avis, pour mon commentaire personnel, c'est-à-dire en tant que militant de base qui observe ce qui se passe et tout, on voit bien comment l'illégitimité du régime algérien, ce que le Hirak et ce que beaucoup de militants pour la démocratie signalent d'une manière moléha, avec insistance, l'illégitimité du régime algérien, sa faiblesse, ses problèmes internes, etc., le rendent fragile sur la scène internationale ou dans ses relations avec les puissances. La France qui est une puissance par rapport à notre région, même face aux États-Unis ou même à la Russie et à la Chine, on voit bien, moi je dis une déclaration comme celle de Sarkozy ou la déclaration de Macron il y a quelques mois, 1 an ou 2 ans, je ne sais plus, un peu plus d'1 an, où il disait que le régime est un régime militaire, etc. En fait, ce sont des réalités qui sont utilisées pour faire pression sur le régime algérien, à mon avis, sur des questions géostratégiques qui sont liées à la région. Et la sortie de Sarkozy, qui, à mon avis, n'est pas du tout innocente, elle rentre dans un cadre global qui consiste à, moi perso, je l'ai lu comme une pression sur le régime algérien par rapport à le régime algérien a insisté dans sa relation avec la Russie, avec la Chine, etc., ce que l'Occident n'aime pas. Sarkozy, c'est un atlantiste, c'est un pro-américain connu et tout, et il a sorti quelque chose pour faire pression. Si des extraits ont circulé de cette manière, c'est parce que les médias ont bien voulu taper sur quelque chose dans un but bien précis. Je pense qu'ils sont en train de faire pression sur le régime algérien en lui rappelant ce que le peuple algérien pleure, c'est son illégitimité, sa fragilité, ses problèmes internes, son illégalité au régime algérien. Il est illégal par rapport, y compris à sa constitution ou aux lois algériennes ou même aux lois internationales, hein, sur beaucoup de choses, sur les crimes de masse ou sur les questions liées à la drogue, des grands circuits, etc. Ils font pression sur le régime algérien, je pense. Et si c'est pas possible. Abdelrahim Moussawar, une réaction bien évidemment. On peut évoquer ses avis un peu sur qui est Nicolas Sarkozy, ce qu'on peut penser de sa politique, mais qu'on le veuille ou non, c'est un ancien chef d'État, tout de même, président français, qui a aussi rencontré l'ancien chef d'État Abdelaziz Bouteflika. C'est vrai qu'il peut y avoir des intérêts dans cette crise géostratégique, la diplomatie algérienne qui a du mal aussi à se positionner clairement, mais quand vous entendez maintenant régulièrement, notamment beaucoup la France, mais d'autres, en Amérique notamment, des députés européens, qui reviennent sur cette réalité, comme elle est dénoncée maintenant par une grande partie des observateurs, des analystes, des penseurs, des chercheurs. Le pouvoir algérien dans tout ça, là, on peut penser qu'il est attaqué, mais il n'arrive pas à entendre cette réalité.
Je pense qu'il la suit quotidiennement. Ce que fait Sarkozy, ce que dit Sarkozy aujourd'hui, je pense qu'il a emprunté le même sentier qui a été tracé par Driancourt récemment. Et ce n'est pas nouveau dans les relations algéro-françaises, notamment diplomatiques. Sarkozy, certes, il n'est plus président aujourd'hui, mais c'est un ancien président de la République française. Et dans tout ça, il me semble que du côté français, on essaie de faire de la géopolitique dans la mesure où ils savent pertinemment qu'il y a un mouvement qui peut ressurgir de nouveau en Algérie qui s'appelle le Hirak, donc ce sursaut populaire, et ils veulent quelque part utiliser le Hirak comme un levier pour s'appuyer dessus, comme un levier pour mettre la pression sur le régime algérien, notamment en ce moment où il y a vraiment de vrais changements géostratégiques. La Russie, la Chine en Afrique, l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest qui ont toujours été quelque part entre guillemets acquises à la France, où les peuples aujourd'hui en décident autrement. Les peuples veulent qu'il y ait de vrais changements. Les peuples ne veulent plus de maîtres, que ce soit de l'Orient ou de l'Occident. Il me semble que là, Sarkozy, je peux dire aussi qu'il était président de la République française pendant 5 ans. Il était durant des années ministre de l'Intérieur en France. Il a eu directement ou indirectement affaire à l'Algérie. On pourrait même dire qu'à un certain moment, il a fait l'éloge du régime algérien, mais on fait l'éloge du régime algérien quand il s'agit de relations apaisées, de relations économiques fondées sur des intérêts pour la France et tout. Logiquement, ça veut dire on peut regarder la question de 2 façons différentes. Mettons de côté ce qu'on a à l'endroit de Sarkozy, etc. Ce qu'il dit, c'est de s'appuyer clairement sur les revendications du peuple algérien en disant au pouvoir algérien en face que vous essayez de cacher vos incompétences, vos failles, etc. Et géopolitiquement parlant, les puissances qui savent qu'un jour ou l'autre, il peut y avoir un changement, que ce soit en Algérie ou dans ces pays africains, ils se préparent pour d'éventuels changements où le peuple, ou peut-être ceux qu'ils veulent mettre en place eux-mêmes, prennent le pouvoir. Donc, ils se préparent à l'avance. Et de l'autre côté, on peut dire que les relations bilatérales algéro-françaises depuis 62 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain, tant que ce système néocolonial continue d'exister en Algérie, je reprends sans conteste les propos d'Ahmed Allah yarhamou, c'est comme un tourbillon dans un verre d'eau. Donc quelque part, c'est, je t'aime moi non plus, des situations géopolitiques qui sont aujourd'hui certes difficiles pour les uns et pour les autres, mais chacun, logiquement, chacun essaie, je parle des systèmes en place, chacun essaie de s'appuyer sur le levier à travers lequel il peut mettre la pression sur d'autres. Je reviens par exemple à l'assassinat de Naël il y a quelques semaines de cela. Il y a eu un communiqué qui a été fait par les autorités algériennes. Donc je pense que là, le je t'aime moi non plus en fonction des situations continuera d'exister entre le régime algérien et le système français. Oui, et puis il y a eu des réactions effectivement du pouvoir algérien sur l'affaire Naël, mais les Algériens attendent aussi d'avoir des éléments de réponse sur la mort de Ayman Djebari, qui a trouvé la mort à l'hôpital, mais il a été hospitalisé apparemment suite à une intervention de la BRI où il a subi une certaine violence. Samir Bellatech, il nous reste 3 petites minutes, peut-être un mot d'espoir ou un mot. Comment vous voyez cette période qui arrive? Une rentrée certainement sociale assez chargée. Il va y avoir la rentrée scolaire où on attend effectivement comment les choses vont se passer dans un pays où il y a quand même des gros problèmes de moyens. Puis 2024, il y a un pays à tâtons là qui s'attaque pas mal. Le Premier ministre était encore en tournée dernièrement. Il y a cette nouvelle Algérie. Quelques mots avant de se quitter. En quelques mots. Moi, je dirais aux gens qui nous regardent, les Algériens, spécialement les gens du Hirak et les gens du mouvement populaire, etc. Je pense que le contexte, il est très difficile, il est particulier. Le contexte international, il est ce qu'il est, il faut l'observer, il faut le suivre avec attention parce que des choses très importantes sont en train de se passer dans le monde.
Et c'est dans ce contexte-là que le peuple algérien est en train de faire son chemin. Je pense que le Hirak, tel qu'il a exprimé les revendications et tel qu'il a exprimé le chemin voulu par le peuple algérien, moi j'y crois. Je pense que c'est une bonne chose. Et le peuple algérien est en train de faire son chemin. Il est difficile, je pense. Et puis, il ne concerne pas que les Algériens. On voit bien que, comme le rappelait Abderrahim, dans toute la région, les choses sont mouvantes et tout. Moi, perso, je ne crois pas trop aux coups d'État qui deviennent des alliés de la Russie dans la région, que c'est une solution. Mais on voit bien que ces gens-là surfent, y compris la Russie, surfent sur le fait que les peuples veulent se libérer du joug du colonialisme qui continue à faire mal, etc. Et c'est ça, les peuples doivent faire leur chemin, ils doivent se libérer et ils feront leur chemin comme l'ont fait comme l'humanité là, les Européens et les autres. Merci. 30 dernières secondes, Abderrahim Moussaouer, peut-être un message d'espoir, comment vous voyez les choses très rapidement. Bien sûr, comme d'habitude, il est important de rappeler que dans ce contexte géopolitique aujourd'hui, dans le monde où il y a des conflits, OTAN, Russie, Europe, Afrique de l'Ouest, Algérie, etc., c'est-à-dire face à cette situation où les attaques, les guerres prennent le dessus, il y a un peuple en Afrique du Nord qui s'appelle le peuple algérien, qui, malgré la difficulté, prêche la fraternité, prêche la solidarité, il prêche le pacifisme. Et une chose est sûre aussi, c'est que si le peuple algérien a suspendu ses marches, ses manifestations du Hirak, ce n'est pas un signe de peur. Au contraire, lorsqu'on prend ses responsabilités dans ces moments difficiles, c'est là la responsabilité d'un peuple. Merci à tous les deux. Merci Samir Belatech d'avoir été avec nous et Abderrahim Moussaouer. Merci infiniment. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec l'Umq. Athman Sabek, si je ne me trompe pas, mon ami confrère. Merci l'équipe en régie. Merci infiniment. Bonne soirée. A toujours eu le plaisir de vous retrouver demain soir, je l'espère. Prenez soin.